Bienvenue dans l'épisode numéro 22. Alors, dans cet épisode, on va terminer la classe sur le money management. Et on va finir sur une apothéose, vous allez voir. Pourquoi? Parce que on va faire tout ce qui est vérification, donc la vérification du marché, donc la vérification de votre compte, de vos résultats. Cette vérification va permettre de vérifier les limites. Rappelez-vous, dans les paramètres, on a la limite de perte maxi journalière et hebdomadaire. Avec cette vérification, on va lire régulièrement tous les résultats, en définir un pourcentage, et puis contrôler les limites. Si on déborde les limites, on lève une alerte. Si on revient dans les limites correctes, à ce moment-là, on fera une information genre youpi, super, t'es revenu correct. Vous allez voir, c'est du costaud, parce que va falloir gratter dans les historiques, dans les données, tout ça, pour MT4 et MT5. C'est un peu balèze, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Par contre, dès qu'on aura fini ça, on aura terminé l'aspect money management. Alors pareil, je vous le redis, je l'ai dit dans la première vidéo qui en parlait, money management, ça veut tout dire et rien dire. Donc on se calme. Moi, ce que je vous ai fait, c'est le strict minimum pour permettre d'avoir des résultats financiers sur vos positions ou sur votre compte et vos résultats. C'est tout. On peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas le but. Déjà, on est déjà au 22. Si je vous fais un truc vraiment complet sur money management, on sera au 52, qu'on y sera encore dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'y mettre tout de suite parce qu'il y a du tas derrière. Dans la classe monnaie où on se retrouve, on a fait tous les traitements qui utilisaient ces variables locales. On a fait ça qui était donc des paramètres, sans problème. On a fait aussi différentes choses. On a vérifié les risques, on a géré tout ça. On a géré la config, le traitement cyclique. On a fait aussi le calcul de taille de position, la récupération de savoir si le ticket était en cours ou non, ticket ouvert évidemment, et puis on a récupéré le résultat d'un ticket fermé. Maintenant il nous reste quelque chose, c'est ici travailler sur les résultats du jour, donc avec ça, les résultats du jour et les résultats hebdomadaires. Ces quatre fonctions qui vont utiliser donc du coup les résultats hebdo, OK et tout ça, on va devoir calculer ça de façon cyclique pour être sûr d'être le plus précis possible. Pour ça, on va créer des fonctions locales qui seront appelées par la fonction cyclique. Alors, les fonctions locales, je les avais déjà un peu anticipées en off. Les voici. On a la vérification des résultats journaliers, la vérification des résultats hebdomadaires, et une autre fonction qui sera utilisée par ces deux fonctions-là, qui est tout simplement la récupération du résultat, avec en paramètre une date. Cette date, c'est par exemple la date de début où on va prendre en compte les résultats jusqu'à aujourd'hui. Alors j'aurais pu faire plus compliqué avec une date de début, date de fin, comme ça permettait de travailler sur des zones et puis être libre d'appeler cette fonction pour n'importe quoi. J'ai préféré faire simple, mais vous pourrez le retravailler derrière et partir du principe que c'est toujours par rapport à la date d'aujourd'hui. Je vais tout à la fin du fichier, toutes les fonctions qu'on a déjà vues dans les épisodes précédents, ici, voilà. Et on va créer la zone privée, on va faire les fonctions internes à la classe. Alors pour l'instant, je vais juste créer les coquilles vides, on va dire, et on va les remplir juste après. Donc dans la partie privée, j'ai le vérif résultat jour. Donc on a dit, calcul de l'évolution du compte dans la journée. Voilà, on a la même chose pour la partie hebdomadaire. Et pour finir, on a cette fonction de récupération de résultats. Je vais commencer par la partie la plus facile. En fait, les vérifs ici. Là, on va juste construire une date qui est cohérente avec ce qu'on veut récupérer. Alors, dans cette fonction de vérif résultat jour, c'est bien une fonction qui est pour vérifier. Vérifier par rapport à un seuil. On a dans les paramètres un seuil de perte maximum pour la journée. Si ce paramètre n'est pas initialisé, s'il est resté à 0 par exemple, à ce moment-là, on ne traitera rien. Donc la première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est un contrôle. Est-ce que le paramètre de perte max par jour est égal à 0? Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a pas été initialisé. Ça veut dire que les paramètres n'ont pas été faits. Donc si c'est pas connu,
11 heures. Après, je vais prendre la date du jour, la date de maintenant, et je vais l'extraire et la travailler pour construire cette date mini là qu'on a vue ici, qu'on va devoir passer. Donc là, je crée une variable locale, MQL_DateTime, donc c'est un tableau, vraiment une vraie structure. Et je vais tout simplement convertir, je vais prendre la date courante et je vais la convertir. Maintenant, à partir de la date de maintenant, là, à l'instant T, là, comment on définit le début de la journée? C'est 0 heure, 00, 0 seconde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette structure là, et on va virer, on va mettre à 0 l'heure, minute, seconde. Ça veut dire qu'on aura une date, une heure en fait, qui sera le début de la journée. Et du début de la journée jusqu'à time courant, ça veut vraiment dire qu'on va couvrir l'ensemble de la journée. Donc là, ce que je fais, c'est ça. Donc dans cette structure, je mets l'heure, minute, seconde, le tout à 0. Et pour le passer en paramètre, je vais vous montrer rapidement, mais le paramètre, c'est datetime. C'est pas une structure, c'est datetime. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais convertir la structure en temps, en heure, que je mets dans le lTimeMin. Je n'ai pas encore créé, donc hop, voilà. Donc là, j'ai créé ça. À partir de là, par rapport à la date du jour de maintenant, j'ai créé une date minimum. C'est-à-dire que j'ai vraiment cet environnement, ce range en fait entre deux dates différentes. À partir de là, maintenant que j'ai mes deux dates, je vais pouvoir appeler la fonction getResult qui est en dessous là, qui permet de récupérer les résultats. On verra ça après, mais pour l'instant c'est ça. On a juste la fonction et on récupère le résultat du jour. Déjà, on a récupéré cette information-là. Maintenant, on va tester si ce résultat du jour, par rapport à notre limite, qui est ici, le perte max jour, on va vérifier si on alerte sur le fait qu'on a atteint, qu'on a dépassé ou non cette limite. Alors, pour faire ça, la limite est là. Votre compte, enfin votre résultat, il est là, il est bon en fait, il est bon, mais il passe son temps à bouger en fonction des mouvements du prix ou des prix des positions. Ça bouge, ça passe son temps à bouger. Et on va descendre et on va le dépasser. Sauf que bien sûr, dans la bourse, rien n'est droit. Et en fait, on va passer notre temps à bouger comme ça, on va taper, 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 rebondir, peut-être remonter, puis redescendre. En fait, on va passer un temps fou à tourner autour de ce résultat avant de partir, soit dans un sens ou dans un autre. Si on ne fait pas de limite, là, dès qu'il va passer d'un côté ou de l'autre de votre limite, il va faire une alerte pour dire t'es bas ou t'es haut, t'es bas, t'es haut, t'es bas, t'es haut. Ça va. Donc je pense qu'on va devoir travailler avec ce qu'on appelle un hystérésis. Un hystérésis, c'est que par rapport à un seuil, vous allez définir un seuil haut ou un seuil bas. Ça veut dire que si vous descendez en dessous de votre limite, vous faites une alerte. Par contre, si vous remontez là, il n'y aura pas d'alerte. Vous allez avoir donc deux seuils. Alors, un est utilisable, pas forcément l'autre, mais quand vous allez descendre, dès que vous passez en dessous, vous faites une alerte. Et après, si ça oscille, c'est pas grave parce que vous avez une alerte au-dessus. Cette demi-alerte, quoi. Donc vous descendez, alerte, vous dépassez. Vous remontez, vous oscillez autour, vous descendez. Par contre, vous remontez. Et si vous passez au-dessus de cette alerte-là, donc celle qui est au-dessus, qu'on va calculer, à ce moment-là, vous dites, ça redevient OK. Et là, pareil, vous oscillez. Vous avez une espèce de tampon, là, une zone tampon, dans lequel le prix peut descendre et vivre au-dedans sans forcément déclencher d'alerte. Ça va vous éviter beaucoup de messages. Je vous assure, beaucoup de messages. Donc juste après avoir lu ce résultat, on va gérer le dépassement des seuils. Alors déjà, ce que je vous ai appelé là, le côté hystérésis, on va définir une limite. Alors la limite, quand on est en perte, en fait, on va descendre, on va pas aller plus bas, on s'en fout, tout ce qui est en bas. Par contre, dès que ça va remonter, on va définir ici, on va définir 10% par exemple. Alors ça pourrait être différent, hein, c'est vous qui verrez. Ça peut être le cas d'ailleurs de mettre aussi un paramètre sur définir cette espèce de tampon entre l'alerte de perte et l'alerte de remontée correcte. Ça sera peut-être l'occasion de faire un nouveau paramètre. Donc là, je crée ma variable double qui sera calculée. Et quand je gère le dépassement des seuils, je vais donc calculer et si le résultat du jour est OK. Ma limite, c'est la perte max du jour qu'on a prévue, qui a été envoyée par le paramètre. Par contre, si on est KO, ça veut dire que si on est plus bas, on a percé en fait cette limite de perte, à ce moment on va juste prendre 10%. Ici, c'est le perte moins 10%. On va prendre 10%, ça veut dire qu'on va être un peu au-dessus. Ça va nous permettre en fait d'avoir un minimum d'alerte quand on va osciller entre ce niveau-là. Et après, avec cette limite, on va calculer. Donc, soit on fait le résultat est OK, donc on est toujours bon, hein, mais résultat du jour devient inférieur à la limite,
qui est là, hein, en fait, hein, ici. Hein. À ce moment-là, on va faire un warning. Attention, là, on perd. Le résultat est mauvais. Bon, voilà, on peut faire aussi une alerte, envoyer un message et tout ça. Pour l'instant, c'est juste un message. Attention, c'est mauvais. Et du coup, le résultat du jour devient faux. On devient KO. Et dans le cas contraire, si le résultat du jour est KO, n'oubliez pas qu'ici il y a un petit point d'exclamation qui veut dire l'inverse. Hein. Donc si c'est KO et que on devient supérieur à la limite qui est celle-ci, donc avec 10% en moins, ça veut dire qu'on est vraiment à cette limite haute. Dès qu'on redevient au-dessus, là on fait une information, c'est pas un warning, pour dire que c'est bon, ça redevient bon, c'est très très bien. Et on revient avec un seuil correct, donc du coup on dit que le résultat du jour, il devient OK. Alors petit détail, faites gaffe au signe ici, au signe moins ici, c'est très important. N'oubliez pas que la perte max jour, quand on l'a enregistrée, on a forcé que ce soit en positif. Si on dit par exemple la perte max c'est 2%, bien sûr c'est moins 2%. C'est pour ça qu'ici la limite c'est bien le côté négatif de la perte max du jour. Si vous laissez plus 2%, ça ne va pas le faire. Voilà pour la vérification du résultat journalier. Donc, vous voyez qu'à la fin, on a deux informations qui sont renseignées. On a le M résultat jour ici et le M résultat jour OK, qui est soit ici, soit ici. On va faire maintenant la partie hebdomadaire. Vous verrez que c'est quasiment pareil. Le seul changement, il y en a un quand même, c'est ici. C'est le calcul de la date. Il n'y a que ça qui va changer. Tout le reste ici en bas, à part que c'est pas journalier, c'est hebdomadaire. Voilà, c'est tout. Mais tout le reste est pareil, il n'y a que ça qui va changer. Et pour le prouver, je vais carrément tout prendre. Jusqu'ici, CTRL-C et ici, un CTRL-V. Attention, le piège des copier-coller, c'est que des fois, on zappe des noms. Par exemple, là, perte max jour, si on oublie de le changer, on a un truc qui marche plus du tout. Donc, perte max jour, c'est bien la perte max hebdomadaire. Donc c'est celle-ci que l'on retrouve là. Jour hebdomadaire, jour hebdomadaire. Pour le résultat, c'est pas résultat jour, mais résultat hebdomadaire. Ici, du coup, c'est résultat hebdomadaire. Et ici, résultat hebdomadaire. Et pour le OK KO, ici, on en a 3, 1, 2, ah non, plus que ça, 3 et 5. Et bien sûr, ce n'est pas des résultats journaliers, mais des résultats hebdomadaires. Et voilà. Alors bien sûr, si vous faites ça, hein, ça marchera avec le jour. Hein. On n'a pas changé les calculs. Hein. Maintenant, le vrai travail, il est ici. Comment trouver le premier jour de la semaine? Nous voilà bien. Alors déjà, on va laisser ça. Heure, minute, seconde, c'est un jour, on début de la journée, on met à 0h00, tout ça, ça fonctionne. En fait, ce qui nous manque maintenant, c'est trouver le lundi matin. Vraiment trouver le premier jour. Donc soit c'est le lundi matin ou le dimanche, etc. En tout cas, voilà, il faut trouver cette journée. Donc moi, ce que je vous propose, on va garder ça, qui est tout bêtement le début de la journée en cours. MetaTrader fournit dans MQL DateTime une information qui est très importante et qui va nous servir. Voilà, on a donc les secondes, minutes, heures, jours, mois, années. Jusque là, tranquille. Et on a ça aussi. Day of week et Day of Year. Alors Day of Year, c'est le numéro du jour depuis le 1er janvier. Là, on s'en fout. Par contre, le jour de la semaine, regardez ce qui est marqué. C'est bien le jour de la semaine. 0, c'est pour dimanche. 1, lundi, 2, mardi, etc. etc. Et bien ça, c'est très intéressant. Bon, imaginons, on est lundi 19h. Lundi 19h, on a changé heure, minute, seconde. C'est-à-dire que maintenant, notre date est lundi 0h. Si on considère que le premier jour de la semaine, on veut que ce soit dimanche, parce que dimanche, on sait que les marchés sont fermés, ça peut être notre référence, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette date-là, et je vais reculer de n jours, pour aller jusqu'à dimanche matin. Et le n, comment je le définis? Eh bien avec ça, avec Day of Week. On est lundi, du coup je vais reculer de 1 jour. C'est-à-dire que je vais faire date moins 1 jour. Ça veut dire que je serai dimanche matin. Si on est samedi, et que je veux le début de la semaine, 6 jours en moins, hop, dimanche matin. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, voilà la pratique. Ici, dans mTime-min, j'ai bien le début de la journée en cours. Et bien ici, je vais faire un petit calcul. Je vais retrancher le jour de la semaine que je vais multiplier période seconde. Donc D1, c'est la journée. Il est là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette ligne encore que je vous fais faire? Alors,
Période seconde, c'est tout bêtement, ça va convertir cet attribut-là en nombre de secondes. Je vous rappelle que ici, l'heure en fait, l'heure ici, c'est en nombre de secondes. Donc du coup, ça va convertir par exemple la journée, donc la journée, je sais pas combien il y a 2 secondes dedans, il y en a pas mal quand même, ça va le convertir en nombre de secondes. Et ce nombre de secondes, je vais le multiplier par rapport au numéro du jour. Ça veut dire que je vais reculer de X jours, mais calculé en nombre de secondes, mais ça sera pareil, ça sera calculé en nombre de secondes. Ça sera vraiment la solution pour reculer. Et c'est tout. Avec juste cette petite formule-là, on se récupère le début de la journée en début de semaine, directement. C'est pas plus compliqué. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les raccourcis. Alors après, vous faites ou vous faites pas. Le moins égal, ça évite de faire ça. Soit vous faites l'un ou l'autre, c'est pas grave. Moins égal, plus égal, fois égal, divisé égal, ça veut juste dire, si vous faites A moins égal 2, c'est comme si vous faisiez A égale A moins 2. C'est tout. C'est pas très très compliqué. Ça permet d'avoir un code un peu moins large sur les lignes. Et bien écoutez, voilà, on a fini le traitement de vérification des résultats hebdomadaires. Vous voyez que c'est pas vraiment plus compliqué que les jours. Il y a juste cette petite formule là qui était là juste pour vous embêter. Il y avait d'autres solutions, hein, mais celle-là, c'est la plus simple que j'ai trouvée. Bon, maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on est bien avancé, parce qu'on appelle notre fonction getResult, elle est vide. Et celle-là, elle va piquer. Pour le getResult, comment on récupère un résultat entre une date et maintenant? Ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, le résultat est divisé en deux parties. Le résultat, ce qu'on appelle latent, donc des positions ouvertes, et puis le résultat historique. Donc, toutes les positions qui ont été clôturées depuis une date jusqu'à aujourd'hui. Cette fonction, attention, elle sort un pourcentage. Elle sort pas un montant. Alors j'aurais pu faire la fonction qui sort un montant de gain ou de perte, et après, derrière coup, le calculer soit en pourcentage ou en valeur monétaire. Je préfère directement le faire en pourcentage. C'est peut-être pas une bonne idée parce que du coup ça va complexifier les calculs. Mais bon. Alors dans cette fonction, alors c'est un truc que j'ai récupéré d'un code qui était un peu ancien. Quand je l'ai relu, je me suis dit que j'avais un peu compliqué les choses. Alors on va faire avec, mais je pense que ça peut être simplifié. Alors déjà on va commencer à créer les variables locales. Alors on a la balance c'est votre compte actuel, c'est ce que vous avez comme argent sur votre compte. Le gain-perte, ça sera le côté monétaire, donc combien on a perdu ou combien on a gagné. Et puis le résultat, enfin le résultat, ça sera plutôt le côté pourcentage qui sera sorti à la fin des différentes extractions. Première chose à faire, on va initialiser les informations intéressantes. Donc ici, on va récupérer sur le compte la valeur de la balance, donc la valeur de l'argent qu'il y a sur votre compte à l'instant T. Et puis ici, par défaut, on n'a rien, donc on n'a aucun résultat et aucun gain et perte. Alors, un petit contrôle toujours de cohérence avant de commencer des traitements dans une fonction. On va regarder tout bêtement si la balance, on arrive bien à la lire. Si par exemple on la lit et qu'elle vaut 0, c'est qu'on a eu un problème et ça serait ridicule. On ne peut pas faire un compte à 0, on ne peut pas avoir un résultat sur un compte à 0. En tout cas, si, enfin on peut, mais là vous êtes mal. Si votre compte est à 0. Non, par contre, moi je vais dire, si la balance, j'arrive pas à la lire, donc si elle est à 0, je fais aucun calcul, donc par défaut, le résultat est à 0 et c'est pas la peine d'aller plus loin. Et ensuite, c'est là où ça va faire un peu mal, on va traiter l'extraction des données. Alors pareil, il y a du traitement MT5 et MT4. Donc pareil, hein, je fais les deux blocs MQL4, enfin MQL5 et MQL4, et je vais carrément faire la fin tout bêtement, on va sortir le résultat qui est ici. C'est ça que l'on sort en fait, c'est le pourcentage qui va être calculé. Donc hop, j'arrive ici et je fais la sortie. Ah, j'ai laissé des commentaires en anglais quand même. Ah, tout en anglais, il est parti en anglais quand même. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je vous ai dit, c'est un code que j'ai récupéré assez ancien, donc du coup à l'époque je faisais tout en anglais. Là je fais un petit effort pour vous, j'ai mis en français, mais bon bah tant pis. Alors, dans les deux blocs de traitement, ici, je vais commencer par MT4. Pourquoi? Parce que c'est un calcul qui est un peu plus simple que sur MT5. Donc du coup, on va commencer par la partie facile. Vous allez voir, ça pique un peu le cul quand même. Alors, dans ce bloc, des fois, dans les blocs, j'utilise des variables locales qui sont vraiment uniquement pour MT4 ou uniquement pour MT5. Je pourrais déclarer toutes ces variables ici en données locales. Le problème, c'est que si j'utilise une variable dans le bloc MQL5 et que je compile sur MT4, il va me faire un warning en disant attention, il y a une variable Toto ici
qui n'est pas utilisé. Et ça va me créer un warning. Donc ce que je fais, quand j'ai des variables qui sont vraiment uniquement dans les blocs, je ne les mets pas en déclaration globale de la fonction, locale mais globale tout en haut là, je les mets vraiment dans le bloc directement. Ce qui m'évite en fait d'avoir des informations et des warnings qui m'empêcheraient d'avoir peut-être d'autres informations plus importantes. Donc ici, j'ai besoin d'avoir un petit booléen pour repérer une information OKKO. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, la première chose à faire, je vous ai dit qu'il y avait deux sortes de données à récupérer. Les positions ouvertes actuelles et les positions qui sont clôturées. Position ouverte, on a déjà vu dans une autre fonction, on va récupérer le nombre total des ordres, ordre au sens MTK, donc c'est ordre et position. On va faire une boucle et on va sélectionner tous les éléments de ce tableau. Ensuite, on va sur cette position qui est ouverte, on va récupérer plusieurs informations monétaires dans une variable locale qui s'appelle résultat hop, d'ailleurs que j'ai pas encore créé. Hop, je remonte là-haut parce que celle-là sera utilisée par tout le monde. Donc là, j'ai mis un résultat hop ici. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère le profit. Cet order profit récupère, alors pas que du profit gain financier, c'est uniquement le résultat. Ensuite je récupère les commissions, parce que suivant les courtiers, on peut avoir des commissions à payer, parce que le courtier il se rémunère soit par les spreads ou par des commissions, et on peut aussi avoir des swaps. Là j'ai fait un normalisme double, il n'y a pas trop d'intérêt pour mettre à deux, ça on s'en sert généralement surtout pour l'affichage, là c'était pour du calcul, ça n'a pas trop d'intérêt, vous pouvez le retirer, ça c'est pas gênant. Ensuite, et là ça va commencer à être intéressant. Je vous rappelle ici, on a le résultat et la balance. La balance, c'est l'argent qu'on a actuellement, là, sur le compte. Si je veux calculer un pourcentage, je dois mesurer l'évolution du compte entre maintenant et le avant ces résultats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce résultat d'opération, là, et je vais le retrancher à balance. C'est-à-dire que mon compte, je retire, ou j'ajoute, enfin, en tout cas, je prends en compte le résultat courant de cette position-là. Et je reviens sur une autre valeur. Quand on aura fini, on aura vraiment la valeur du compte en prenant en compte toutes ces opérations en cours. Et bien sûr, si mon compte courant a été, on va dire, réduit de ce résultat, les résultats monétaires, je dois les ajouter. Ce que je fais, c'est que tout bêtement, les gains et pertes, je vais additionner. Tu vois, ici, je soustrais pour récupérer une balance avant opération. Et ici, c'est les gains et pertes qui seront le résultat après. Si par exemple tout faire maintenant, là, j'aurai vraiment la connaissance du résultat en cours. Et c'est tout pour ce traitement. Donc quand j'ai fini cette boucle-là, j'ai vraiment l'ensemble de mes résultats latents. Et maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma balance que j'avais avant mes gains et j'ai le montant de mes résultats en cours. Je peux faire un pourcentage. J'ai juste à diviser les gains et pertes que j'ai actuellement par rapport à la balance avant la prise de position. C'est un calcul tout bête, c'est un calcul de pourcentage. Je prends voilà les gains et pertes divisés par ma balance avant tous ces traitements. Et là, j'obtiens un résultat en pourcentage. Ça fonctionne, c'est exactement le même calcul qui est fait par MetaTrader sur votre barre en bas, hein, sur les résultats. Ça, on va dire que c'est la partie facile. L'autre partie, qui est juste après, c'est la donnée historique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va faire, comme on a vu dans les autres fonctions, on va lister dans la partie historique, cette fois-ci. Là, on était sur les ordres en cours. Maintenant, on est dans la partie historique, pas du tout pareil. On va quand même boucler là-dedans, il n'y a pas de problème. On va chercher tout ce qu'il y a dedans et on va sélectionner élément par élément. Donc là, je fais une sélection par rapport à ma boucle et par rapport à une position dans la partie historique. Si c'est bon, on va devoir traiter quelque chose. Je fais comme ici, je récupère ici le résultat. Alors ici, j'ai récupéré, j'ai pointé sur un élément historique. Cet élément historique contient différentes informations, dont la date de clôture. Très important, puisque je vous rappelle qu'on cherche par rapport à deux dates. La date d'aujourd'hui, maintenant, là, et une date soit de début de journée ou de début de semaine. Si la date de clôture est dans cette zone-là, dans cette zone de date, à ce moment-là, je la prends en compte. Et donc c'est un test, le premier test qu'on va faire, c'est ça. Est-ce que la date de clôture est cohérente par rapport à notre recherche? Donc ici, je regarde la date de clôture, et je regarde est-ce que c'est supérieur ou égal à la date passée en interface. Et à ce moment-là, si c'est égal, ça veut dire que je peux la prendre en compte. On va faire comme au-dessus
pour les parties latentes, on va calculer le résultat d'opération, qui prend en compte en fait le profit, les commissions et les swaps. Ensuite, on va calculer la balance. La balance avant ce résultat, maintenant on le connaît. On a juste à retrancher le résultat. Maintenant pour MT4, attention, dans l'historique, il y a tout dedans. Il y a aussi vos renforcements financiers si vous avez fait un virement sur votre compte ou un retrait. Ces choses-là, il ne faut pas les prendre, ce n'est pas du résultat. Donc tout ça, c'est important de le prendre en compte. Il y a différents sujets qu'il ne faut pas prendre en compte parce que ça risque de fausser vos calculs. Donc là, on va utiliser notre petit booléen qu'on a créé ici pour le calculer et pour dire, alors attention, c'est OK si c'est un ordre d'achat ou si c'est un ordre de vente ou tout ce qui est supérieur à sell stop. Alors là, je vais vous montrer pourquoi. Je vais dans Order Type, Add. Donc là, on a toutes ces informations ici. Je vais dans Order Opération et on voit que c'est bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si c'est supérieur à ça, je vous le rappelle, hein, le test c'était ça. Je vous mets en haut, voilà. Donc si c'est soit un achat ou une vente, ok, parce que là les ordres pending, en fait, c'est pas des ordres qui sont ouverts, donc, enfin ils n'ont jamais été ouverts. Donc c'est forcément soit un achat, soit une vente. Et si c'est supérieur à 5, ça veut dire que c'est un ordre qui n'est pas connu. Ça veut dire que c'est un ordre qui n'est pas du tout une opération, mais plutôt une manipulation du compte. Et dans ces manipulations du compte, c'est informé dans les commentaires. Alors, cette ligne-là 614, là, peut-être que vous devrez la changer par rapport à votre courtier. Là, j'ai fait par rapport au mien. Je sais que moi, ça, il le prend en compte. Peut-être que vous, le order comment ici, qui est le commentaire qui est inséré par le courtier ou par la plateforme, peut-être qu'il faudra changer, il faudra voir avec votre historique pour peut-être adapter cette ligne-là. Je préfère vous avertir. Mais là, si c'est supérieur à un ordre connu par la plateforme, un ordre d'une opération que vous, pardon, trader, vous avez fait, à ce moment-là, il faudra voir le commentaire. Moi, des fois, j'ai des rollovers. J'ai des positions que je laisse ouvertes, que j'ai laissées ouvertes pendant les week-ends, et donc il y a des rollovers, des fois positifs, des fois négatifs. Donc ça me permet d'avoir aussi un résultat. Ça fait partie des résultats de trade. Donc il faut que je le prenne en compte. Comme je vous ai dit, attention à cette ligne-là. Peut-être que vous aurez des changements à faire par rapport à votre courtier et votre type de compte. Ça, c'est important. Maintenant, si je suis dans une vraie opération que moi, trader, j'ai effectuée, à ce moment-là, je vérifie si c'est OK. Je calcule les gains-pertes en fonction du résultat. Donc pareil, hein, je l'additionne. Et le résultat, pareil, je refais un petit calcul, mais là qui est propre à cette opération. Vous voyez, au-dessus, c'était un calcul ici qui était global, qui était global à toutes les opérations en cours. Ici, c'est opération par opération. Voilà, donc ça, c'est le code. Alors, je vais vous le montrer dans sa complétude. Donc ici, vous avez le début du traitement MT4, avec donc le booléen qui va servir. Ici, la recherche de tout ce qui est en cours, donc le latent. Ici, le calcul du latent, des résultats. Et ici, la partie historique, dans laquelle on va filtrer, bien sûr, sur l'historique, sur la date et sur le type ici. Alors vous allez me dire pourquoi je me suis amusé à faire une variable locale booléenne alors que je pourrais mettre directement if et toute cette condition ici. Pour une question de lisibilité. Là, ce que j'aurais pu faire, c'est même ça. Je descends ici et je fais comme ça. Là, ça montre bien qu'il y a 3 conditions en fait, et non pas 4, comme on pourrait le voir. Ici, les parenthèses, c'est pour ça que je fais des espaces entre chaque parenthèse pour voir toujours lisibilité. Ici, j'ai est-ce que le type d'ordre est buy ou, ça c'est un ou, est-ce que le type d'ordre est sell ou est-ce que le type d'ordre est supérieur à tout ce qui est connu et, ça c'est le et que le commentaire est rollover. Et ça me permet en fait d'avoir une lisibilité supérieure pour pouvoir après juste avoir un tout petit test tout ridicule, if, LOK, ce qui est beaucoup plus lisible. Bref, ça c'est pour MT4. Maintenant, on va passer à MQ5. Alors c'est quasiment pareil, après c'est la manière d'extraire les données qui va être un peu différente. Alors entre autres déjà, pour les variables locales, il y en a un peu plus. Parce que aussi bien MT4, comme je vous ai dit, il y a des raccourcis pour récupérer directement l'information, et MQL5, on doit y aller un par. Donc là j'ai plusieurs choses. J'ai l'heure, qui va nous servir pour la date de clôture. Ici, j'ai le type de négociation qui a eu lieu. Ici, j'ai le type de trade en fait ou de position. Et ici, j'ai le numéro du ticket
qui là par contre j'ai bien mis en U longue puisque c'est carrément celui qu'on va récupérer de MQL5. Alors, si vous regardez ce qui est en bas, où on a fait la récupération du latent, et ce que je vais faire maintenant, alors je vous mets en bloc, hein, on va pouvoir faire la comparaison. Regardez, ici, on a fait LTotal avec le nombre d'ordres total. Ici, c'est le nombre de positions totales. N'oubliez pas, une position, c'est quelque chose qui est ouvert. Un ordre, c'est pas encore exécuté. Donc ça, c'est tout ce qui est position. On fait la boucle en partant toujours de la fin jusqu'à 0. Ici, on récupère le ticket. Avec ce ticket, on va récupérer le profit et les swaps. Il y a plus de choses en fait groupées en fait dans la partie MQL5. Ici, on avait calcul de balance et de gain-perte. Bah, ici, c'est pareil. On calcule les nouvelles balances et on calcule aussi les gains et les pertes. Vous voyez, c'est quasiment pareil. La seule petite différence, bien sûr, c'est ces deux lignes-là, avec ici, celle-ci. Ensuite, on a un code qu'on a déjà vu en dessous. C'est le calcul qu'on a là. Donc, c'est bien 100 fois les gains-pertes divisés par la balance. Donc, ça, c'est pareil. Avec MQL5, il y a quelque chose qui est super bien. C'est que, vous voyez, ici, quand on est dans MT4, l'historique, on récupère tout l'historique, pas filtré. On prend tout. Si vous avez un compte qui a 10 ans d'expérience, vous allez récupérer tout l'historique de 10 ans d'expérience. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Moi, il commence à avoir un peu d'historique, mon truc, et ça commence à faire. Par contre, sur MT5, le gros avantage, c'est qu'on peut filtrer. On peut prendre un historique entre une date et une autre. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, je vais récupérer l'historique. Donc, je vais sélectionner un historique entre la date mini, que j'ai mis en paramètre, et la date du jour, la date d'aujourd'hui. Et c'est dans cet historique qu'on a sélectionné que l'on va faire notre recherche. Donc c'est le même code qu'on a vu sur les fonctions des épisodes précédents sur la recherche de résultats d'une position. On a aussi cherché dans l'historique. Là c'est pareil, on récupère le nombre total de négociations qui a eu lieu et on fait une boucle toujours en partant de la fin jusqu'au début. Et là, il y a plusieurs choses qui vont s'enchaîner. Première chose à faire avec MQL5, c'est récupérer le numéro du ticket. Ça, c'est très important. Le ticket, on récupère la négociation plutôt par rapport à un numéro d'ordre et on récupère ce ticket. Ce ticket est très important puisque c'est grâce à lui qu'on va aller choper les informations. Donc là, on récupère déjà le résultat de l'opération. Donc là, on récupère profit et perte. Je vais vous faire comme ça la ligne, ça sera plus lisible. On récupère les swaps potentiels et les commissions. Les trois informations que j'ai quand j'ai un ordre historique. Avec ce résultat d'opération, je fais comme ce que j'ai fait ici. C'est que maintenant que j'ai l'opération, je vais calculer la nouvelle balance avant cette opération. Donc là, je vais ici et je fais moins égal le résultat de l'opération. Du coup, j'ai ma nouvelle balance qui est mise à jour. Ici, alors ce que je vais mettre là, je crois que ça ne sert à rien. Ça vaudrait le coup que j'en fasse d'autres tests dessus, mais je crois que ça sert à rien. C'est que je récupère le temps de la négociation. À savoir que pour un ticket, oui, faut savoir que pour MT4, une négociation, c'est aussi bien un achat, un ajout, une mise à jour, tout ça. Enfin, tout ce qui est négociation, c'est toute la communication entre la plateforme et le courtier. Donc voilà, c'est juste pour savoir. Mais comme on a fait, enfin ça, parce que j'ai fait un filtre après, comme j'ai fait pour MT4 avec la date, mais comme on a fait ici une sélection dans l'historique, je crois que ça sert à rien. Après, on va récupérer quelque chose et on va regarder ensemble ce que ça veut dire. Le deal. Donc je vais ici et deal entry. Alors entrée de la transaction, entrée, sortie, renversement. Alors là, qu'est-ce que ça signifie? Deal entry, c'est quand vous ouvrez une position. Nous, quand on ouvre une position, on s'en fout, il n'y a pas de résultat, donc pas la peine de le traiter. Par contre, tout ce qui est sortie, ou bien les renversements quand on fait une clôture, réouverture, bon, ça c'est particulier par rapport aux différents courtiers qu'on peut avoir, ou une sortie, enfin en tout cas, tous ces trucs-là qui ont du out dedans, ça veut dire qu'il y a éventuellement un résultat reçu. Donc c'est pour ça qu'on va traiter que ces cas-là. Donc tout ce qui est in, on s'en fout. C'est pour ça qu'ici, je récupère et je ferai un filtre après pour ne prendre en compte tout ce qui est différent de in. Ensuite aussi très important, le type d'ordre. Ça c'est très très important aussi. Par exemple ici vous avez deal type, donc deal type, pardon, type de transaction, et si on va là, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, les dividendes, tout ça. Bon, on va rester simple. On va rester simple. Moi, les bonus, non. Ça, c'est quand on est vraiment sur des comptes vraiment très particuliers. On va dire que pour un trader particulier, ce qui nous intéresse, c'est achat et vente. Alors,
Alors tout ce qui est solde, crédit, bah, c'est quand vous rajoutez de l'argent quand vous faites un retrait, donc on va zapper. Moi, je prends uniquement buy et sell. Donc maintenant que j'ai récupéré tout ça, je vais faire mes courses. Donc déjà, si la négociation est différente de entrée, ça veut dire que c'est que de la sortie. C'est-à-dire que je peux potentiellement récupérer un résultat. Maintenant, si le type est achat ou vente, ça c'est un ou, hein, je vous le rappelle, si c'est achat ou vente, là ça m'intéresse, c'est peut-être un résultat que je vais pouvoir traiter. Ici, je retrouve une date, un contrôle de date ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que ça sert à rien, ça vaudra le coup de vérifier. Si vous avez l'occasion, faites-le, la vérification et dites-moi si effectivement c'est à virer ou non. Je pense qu'on peut le virer. Parce que le filtre ici suffit largement et ça sert pas à grand chose. Donc dans ce cas-là, bah, j'ai fait tous mes différents filtres. Bah, là, je vais faire comme on a vu pour MQL4, pour MT4, je vais calculer. Donc je vais calculer les gains et pertes en fonction de l'opération qu'on a récupérée ici. Et puis je vais calculer mon pourcentage, je vais adapter mon pourcentage par rapport à ces valeurs historiques. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez lourdingue quand même, hein. N'hésitez pas à revoir les choses, allez dans la documentation, il y a beaucoup de choses. En plus par rapport à MT4 où tout est en anglais, je crois. MT5, il y a du français, donc allez-y. Si vous avez le moindre doute, regardez la vidéo encore en détail. Mais vous verrez que entre MT4 et MT5, c'est quasiment le même code, hein. Il y a la manière d'extraire les données qui est différente, mais sinon c'est quasiment pareil. Alors là, ça compilera pas, parce que je crois qu'ici on a un loop qu'on n'a pas créé en fait. Hop, je vais rajouter ça. Donc tout ça c'est fait, ça fonctionne. On ne sait pas encore, mais ça devrait fonctionner. Par contre, ces deux fonctions, la vérif résultat hebdo et vérif résultat journalier, on va les appeler dans le traitement cyclique. Cycliquement, on va recalculer tout ça. Donc je remonte dans la partie cyclique qui est ici et je vais tout simplement appeler les traitements. Donc c'est tout simple en fait, hein, voilà. Et avec ça, on a un truc qui fonctionne. Je compile quand même pour être sûr. Premier coup. Écoutez, maintenant pour finir la partie monnaie, on va aller dans Darwin et on va refaire un check de tout ce qu'on a mis dedans. Donc on a bien monnaie qui a été ajoutée, il n'y a pas de problème. Il y a l'objet qui a été créé, pas de souci. Ici, après alerte, on va ajouter l'init, enfin la configuration de monnaie. Donc j'ai glissé monnaie ici config entre alerte et contexte. Et ensuite, bah là, il n'y a rien. D'init, il n'y a rien. Chart event non plus. Ontick non plus, puisque c'est dans traitement régulier qu'on va avoir quelque chose. Dans validation, non, il n'y a rien. Par contre, dans extraction paramètres, il y a 2-3 bricoles à faire quand même. Aujourd'hui, on récupère tout bêtement, on met dans le contexte ce qu'on a récupéré dans les paramètres. Là, c'est tout bêtement du booléen, donc c'est vrai, faux, et on le met directement dans les contextes. Pour le monnaie, c'est pas pareil. Parce que déjà, il faut être sûr que la valeur, enfin que l'attribut fonctionne. Donc à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle lecture des paramètres, on va devoir analyser ce qu'on a comme paramètres. Je vais considérer qu'à chaque fois que j'ai un nouveau dossier de paramètres, enfin un ensemble de paramètres qui est chargé par le robot, je vais mettre à zéro l'ensemble des informations de la classe monnaie. Je remets tout à zéro. Donc j'appelle monnaie config. Ça me permet de dire, puisque j'ai des nouveaux paramètres, j'ai plus de limites, j'ai plus rien. J'ai plus aucun contrôle. C'est-à-dire que si je veux des contrôles, je les mets dans les paramètres. Si j'ai retiré des contrôles des paramètres, je n'aurai plus de message d'erreur, je n'aurai plus de contrôle, je mets tout à zéro. Et à partir de là, je vais vous montrer différentes fonctions qui existent dans les paramètres. On a celle-ci, le get niveau de risque, on a perte maxi jour, perte maxi semaine et le trailing stop. Alors, ça permet de récupérer des valeurs ici. Je vous rappelle que ça, le get niveau, ça sort un booléen vrai-faux. Et si ce booléen dit vrai, ça veut dire qu'on a bien un paramètre lié à ça. Si c'est faux, ça veut dire qu'on n'a pas de paramètre valide. Ça veut dire qu'on n'a rien. Bien sûr, les valeurs doubles et valeurs int, c'est des paramètres locaux, hein, il n'y a pas de problème, je le crée là. Maintenant qu'on a fait ça, imaginons que l'on ait ici une valeur positive. Donc booléenne égale vrai. Ça nous sort vrai ici, sur cette condition. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on peut initialiser le paramètre. Du coup, si c'est vrai, j'initialise le risque, avec la valeur double qui a été lue ici. Pareil pour la perte maxi journalière. Dans monnaie, j'ai un set perte max jour que je mets dedans. Idem pour la perte hebdomadaire, et évidemment,
Pareil aussi pour la partie Trailing Stop. Alors on va aligner pour améliorer la lisibilité. Voilà comment ça marche. Donc ça, je me garantis avec ça que toutes les valeurs de la classe monnaie sont bien à 0. Et si jamais j'ai un paramètre qui est valide, à ce moment-là, je le renseigne. Alors, donc ça, c'était pour l'extraction des paramètres, pour le money management. Et dans les traitements réguliers, pour finir, il y a un petit traitement cyclique pour le money, donc on va le rajouter. Tout simplement, après le contexte, on va traiter le traitement cyclique du money. Voilà, donc là, on a vraiment le traitement pour l'extraction pour les paramètres, pour le contexte, pour le money. Ici, on prend en compte les nouveaux paramètres du money management, donc ça va le faire tout seul. Écoutez, voilà, on a fini. Je crois que là, on a tout bon. Bon, alors, je suis plus rapide que les premières vidéos parce que vous êtes censé plus ou moins maîtriser. Si vous avez un doute, n'oubliez pas, hein, les liens de chargement sont là sur le site, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Hein. Bon, vous êtes encore là? Putain, balèze, vous êtes courageux. Allez, le 22, c'est fini, et surtout, tout ce qui est monnaie, c'est fini. Alors, c'était pas très long par rapport aux paramètres, parce que c'est vrai que je vais être de plus en plus vite dans les vidéos, mais vous avez largement l'occasion de l'enrichir et de rajouter beaucoup d'autres fonctions liées à l'argent. Mais dans un premier temps, ça peut suffire. Alors maintenant qu'on a fini cet épisode-là, vous avez une chose importante à faire, c'est l'abonnement, parce que ça aide la chaîne à survivre. Vous avez le partage, ça peut aider des gens. Vous avez le like, donc le pouce, allez-y, ça aide la chaîne à vivre. Vous avez sinon, si vous êtes perdu dans les sources, parce que vous êtes correctement largué ou parce que c'est trop lourd, vous avez les liens de téléchargement qui sont sur le site, les liens sont en description. Si vous découvrez le trading, vous avez 2 formations qui existent. Une sur mon site, avec 1 heure de questions-réponses directes. Non, c'est pas du flan, hein, c'est on s'appelle et on se parle, hein, en direct. Vous avez ça, et vous avez aussi une autre formation sur Udemy. Je vous ai mis un lien en partage, avec laquelle vous avez donc la formation qui contient plus de 70 heures de vidéos, des pièces jointes, des documents, des outils, enfin vous avez tout plein de choses dedans, et même des indicateurs, je crois, que j'ai mis dans la formation. Donc c'est vraiment complet, aussi bien sur mon site que sur Udemy, c'est la même. Hein. Il y a juste que sur mon site, vous avez 1 heure de dialogue direct avec moi. Vous avez aussi mon partenaire, il y a un lien avec Darwinex 0, vous pouvez y aller, ça vous fait une réduction dans les premiers mois d'abonnement, donc allez-y, hein, ça peut toujours aider. En tout cas, d'ici là, moi, je vais retravailler après sur le robot, j'ai encore des vidéos à faire, et la prochaine vidéo va parler de la partie visu. Visu, ça va vous faire kiffer la life, parce qu'en fait, on va afficher des choses sur l'écran, sur le marché, et on va pouvoir... tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent, c'est du virtuel, on ne le voit pas, c'est le robot qui le voit. Et bien grâce à ça, on va le voir, et ça va être génial. À très bientôt.